Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une émission un peu particulière que nous vous proposons ce soir sur BX1, la retransmission en direct d'un faux procès, celui de la loi drogue qui régit la détention et la consommation de stupéfiants en Belgique et qui a été promulguée il y a plus de 100 ans. Est-elle toujours efficace? Doit-elle être révisée? C'est aux politiques de rouvrir les débats, mais ce soir, des représentants du monde judiciaire, du secteur associatif et des citoyens font symboliquement le procès de ce texte de loi, le jugement de la loi drogue, un faux procès organisé par le collectif Stop 1921. Ce soir, nous retrouvons dans le rôle de la présidente du tribunal Manuela Cadelli, juge au tribunal de première instance de Namur et ancienne présidente de l'association syndicale des magistrats. Le procureur du roi, ce soir, sera Luc Hénard, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles. Et le rôle de l'avocat de la défense sera endossé par Christian Pagnier, ancien juge et avocat, professeur émérite à l'UCL et à l'ULB. Nous sommes en direct au théâtre Marny, place à l'audience. Mesdames et messieurs, la Cour. L'audience est ouverte, asseyez-vous, mesdames, messieurs. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes appelés aujourd'hui à siéger dans un procès particulier qui vise à juger une loi centenaire, la loi de 1921, que nous appellerons la loi drogue, dans le cadre de ce procès, qui est une loi qui a été votée à la suite pour appliquer une convention internationale dite Convention de l'opium de 1912, qui visait à cadrer, à contrôler l'offre de drogue, à l'époque, l'opium, la cocaïne et la morphine. Cette loi vous est donc soumise, vous allez la juger. Il faut savoir, je vous lis l'article de la loi qui pénalise le fait de détenir, d'importer ou de vendre de la drogue, mais je vous le lis exactement pour vous faire apercevoir le fait qu'il n'est pas évident de la lire et de la juger. Donc il est puni les faits suivants: le fait de produire, d'importer, de vendre, de transporter, de détenir toute une série de plantes et substances dont la liste est régulièrement actualisée. La difficulté, vous l'avez entendu, est le fait que la consommation est également incriminée, puisqu'elle n'est pas exclue et qu'en fait est punie le fait de détenir des substances, tant en vue de les trafiquer, de les vendre, qu'en vue de les consommer. Et donc, voilà le point litigieux, en quelque sorte, qui vous est soumis, étant précisé que la loi punit de 3 mois à 5 ans ce qu'elle a défini comme fait qualifié pénalement, et d'une amende de 1 000 à 100 000 euros. La loi drogue est aujourd'hui accusée d'être à la fois inefficace et injuste. Ce sont en effet les deux critères qui permettent, vous savez que c'est l'objet des démocraties avancées, c'est qu'on peut invalider ou écarter une loi qualifiée peu ou prou scélérate. En l'espèce, les deux critères qui seront soumis à votre appréciation sont les suivants. Est-elle efficace, c'est-à-dire atteint-elle les objectifs qu'elle prétend poursuivre, voire est-elle contre-productive, voire produit-elle des effets pervers et nuisibles sur certains types de populations. Est-elle juste ou injuste? Et nous avons désormais, depuis 1945, des critères de justice qui ont été définis dans différentes conventions internationales et qui visent en réalité tous peu ou prou le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. Voilà ce qu'emporte la notion de loi juste ou injuste. Les critères sont assez précis. Ceci étant précisé, je dois vous éclairer sur comment ça va se passer.
Donc vous allez entendre les témoignages qui sont proposés par les deux parties, la défense étant assurée par Maître Panier, l'accusation par Monsieur le procureur Hénard. Ils ont tous les deux, nous le pensons à tout le moins, des témoins que nous entendrons pour nous éclairer, pour éclairer notre jugement. Et ensuite de quoi vous entendrez leurs explications, c'est-à-dire les plaidoiries et le réquisitoire. Au terme de tout ça, les débats seront clôturés et vous prendrez votre décision. Je ne vous ferai pas prêter le serment que la loi prévoit, puisque chacun l'aura compris, c'est un jury un peu particulier, qualifié d'ailleurs citoyen ou associatif, et donc nous ne goûtons pas la mascarade jusqu'au bout. Je dois cependant attirer votre attention. Juger est une fonction qu'il convient d'exercer avec gravité et sérieux. Il conviendra donc que vous vous départissiez de vos convictions, de vos passions, et que vous teniez à bout de bras et à bout de cerveau un raisonnement sérieux et contradictoire, c'est-à-dire basé sur les arguments des uns et des autres, et ce que vous aurez pu nourrir à partir des témoignages que vous entendrez. Quel que soit votre choix, vous jugerez et vous déciderez donc, selon la formule consacrée, en tout cas, en écartant tout doute raisonnable. Alors, je vais vous présenter les uns aux autres et au public de la salle d'audience en vos qualités respectives. D'abord, Monsieur Christophe Cocu, qui est directeur de la Ligue des familles, Monsieur Nicolas Dequeuge, qui est directeur du Forum Bruxelles contre les inégalités, Madame Véronique Dethier, qui est responsable régionale bruxelloise de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, Madame Samira Colti, qui est chargée de coordination politique de la Ligue de la santé mentale, Monsieur David Leclerc, bonjour, qui est directeur de la Fédération laïque des centres de planning familial et qui a accepté, me dit Monsieur l'huissier d'audience, d'être le président du jury. C'est donc vous qui porterez la voix de votre collégialité après la délibération. Madame Céline Nieuwenhuis, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Madame Laetitia Nollet, coordinatrice du Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine, et Madame Bernadette Thémans, administratrice à la Fédération wallonne de la promotion de la santé. C'est en effet un jury associatif. Voilà, ceci étant précisé, nous allons pouvoir commencer les débats et voici le moment que je donne la parole à Monsieur le procureur. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les assesseurs, Mesdames, Messieurs les membres du jury. C'est une accusée qui a atteint l'âge respectable de 100 ans, qui est devant nous aujourd'hui. Son casier judiciaire est vierge, ce qui, en soi, mérite d'être souligné. Pourtant, où que je porte mon regard, cette longue existence ne laisse derrière elle que ruine et désolation. Pour vous en convaincre, j'ai fait appeler à la barre des femmes et des hommes qui, dans leur domaine de compétences, en porteront témoignage. Et j'y insiste sous le serment de vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Il apparaîtra dans l'intervention de certains d'entre eux que les importantes dépenses publiques consenties pour la lutte contre la drogue concernent, pour l'essentiel, le cannabis et sont littéralement englouties par la répression avec l'emprisonnement comme pierre angulaire, et ce, malgré le constat répété de son inefficacité. D'autres témoins mettront en lumière le fait que la loi, par la réponse répressive qu'elle donne au phénomène, a trop permis de négliger la prévention et donc l'éducation des jeunes. Victor Hugo ne disait-il pas « Chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison ». L'un des témoins, médecin, vous apportera son éclairage très précieux en termes de santé publique. Certains parmi eux vous rappelleront que, à l'échelle mondiale, ce sont des sommes astronomiques que génère l'économie liée à la drogue et que, pour sa plus grande part, le trafic de drogue est le fait d'organisations criminelles aux activités tentaculaires,
multiples et variés qui, sans vergogne, recourent à la violence, à la corruption, ainsi qu'aux mécanismes de blanchiment pour réinjecter leurs bénéfices colossaux dans l'économie régulière. Madame la Présidente, au terme de cette introduction, il ne me reste qu'à vous demander de bien vouloir poser 4 questions au jury. La première, la loi drogue empêche-t-elle l'accès aux drogues? La deuxième, la loi drogue permet-elle d'endiguer la criminalité organisée, la corruption et la violence liées au trafic? La troisième, la loi drogue protège-t-elle les publics les plus vulnérables? Je vise les jeunes, personnes en situation de précarité, avec des fragilités de santé mentale. Et enfin, la quatrième question, la loi drogue protège-t-elle la santé publique et facilite-t-elle l'accès aux soins? Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie également, Monsieur le procureur, pour cet acte d'accusation très complet qui a nécessairement éclairé les jurés. Je demande à Monsieur l'huissier de faire venir Madame Guillain. Madame Guillain, qui est professeure de droit pénal à l'Université Saint-Louis et spécialiste politique criminelle en matière de drogue. Madame, nous vous écoutons. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et avec votre autorisation, j'aimerais projeter le témoignage d'un policier. On fait en moyenne 100-150 dealers par an, en flagrant délit. Moi, je prends mes hommes, mais vous me donnez 50 hommes. En plus, je vais tripler, quadrupler mes chiffres, mais il y aura toujours des dealers dans les rues du centre-ville, ça ne changera jamais. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte de l'argent que l'État engloutit dans la lutte contre les stupes quand on voit le résultat qui est obtenu. Fondamentalement, on sait qu'internationalement, la drogue, elle arrive en grosse quantité, que ce soit d'Amérique du Sud, que ce soit des pays de l'Est, que ce soit du Maroc, ça arrive par tonnes. Et nous, on lève les bras au ciel en nous félicitant quand on saisit 2 kilos sur un mois de temps. Donc c'est quand même un truc de fou. Voilà, beaucoup de choses sont dites dans ce témoignage, mais une des choses qui m'a particulièrement interpellée, c'est la question du coût qui est lié à la répression des drogues en regard de son efficacité. Et si on se penche sur les chiffres, on sait que la majorité des dépenses publiques tournent autour de près d'1 milliard d'euros en ce qui concerne uniquement les drogues illicites. Et si on ventile ces chiffres par secteur, cela dit à l'avant, si on ventile les chiffres par secteur, un constat s'impose d'emblée. On a juste quelques pourcents des dépenses publiques qui sont affectées à la répression, tandis qu'on a la majorité des dépenses, donc on est à 54%, qui sont allouées au secteur de la sécurité. Alors la sécurité est ici entendue au sens large, à savoir la police, le parquet, les magistrats et bien entendu les prisons. Alors si maintenant on s'attache uniquement au secteur de la justice pénale, là on se rend compte qu'on a 2 postes clés qui absorbent la majorité des dépenses, à savoir d'une part le secteur de la détection, à savoir le budget qui est alloué à la police pour rechercher les infractions, et d'autre part le secteur lié à l'exécution des peines, avec le coût très très important qui est lié à l'incarcération des personnes qui commettent des infractions en matière de drogue. Et on pourrait penser que la mobilisation importante des moyens policiers est affectée davantage à l'offre de drogue qu'à la demande. Mais ici aussi, les statistiques disponibles nous montrent que la majorité des infractions qui sont commises et qui sont constatées par la police portent sur des faits de consommation, sur des faits de possession, comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, 80%. Et c'est une tendance qui n'est pas propre à la Belgique, mais qui concerne tous les pays européens. Et par ailleurs, 60% de ces faits de possession portent sur du cannabis. Et donc ça veut dire que ces personnes sont considérées comme des délinquantes aux yeux de la justice, puisque la détention, y compris de cannabis, en ce compris en vue d'une consommation personnelle, constitue toujours une infraction pénale. Alors bien sûr, on ne va plus en prison pour un joint de cannabis. Mais le pénal ne se résume pas à la prison. Le pénal, c'est des arrestations, c'est des convocations à la police, c'est des auditions, c'est des poursuites devant les tribunaux, c'est des condamnations, avec à la clé parfois un casier judiciaire, et on sait combien le casier judiciaire peut entraver des perspectives socio-professionnelles. Vous voulez dire que c'est toute une culture ?
Tout à fait. Voilà, je voulais vous montrer ces quelques chiffres. Je vous remercie. Madame Guillain, y a-t-il des questions du côté de Monsieur le procureur du roi? Excellent témoignage, pas de questions. Maître Panier? Oui, Madame la Présidente. Les propos du témoin, dont je ne conteste pas les qualités, m'étonnent un peu. La presse récente, c'est au mois de mars, je pense, 27,64 tonnes de cocaïne saisies dans le port d'Anvers au cours des 42 derniers jours. 1 milliard de messages déchiffrés échangés par des barons de la drogue à Anvers. Le Monde, Paris, tout de même, à propos des mêmes faits, la France travaille toujours à la baisse, 17 tonnes de cocaïne. Bon. Mais des armes, des voitures de luxe, des uniformes de police. Ah, ah. Mais il y a de bons succès. Mais oui, donc dire que c'est de l'argent perdu, non. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense le témoin, je ne m'avance pas. Que pensez-vous de ces succès? Alors vous avez raison, maître. C'est un grand succès. De ce point de vue, la répression est très efficace. On mène des opérations à grande échelle, avec des enquêtes qui durent parfois plusieurs années, qui mobilisent des policiers, des magistrats en Belgique, à l'étranger, avec à la clé parfois, oui, quelques kilos, voire quelques tonnes qui sont saisies, dont on s'empresse de montrer les images à la télévision. Mais avec quel résultat? C'est déjà ça. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Avec quel résultat? On estime en général que les drogues qui sont saisies ne représentent que 10% de la totalité des drogues qui circulent. Et on n'arrête jamais les réseaux ou les responsables des réseaux criminels, mais en général les petites mains. Et pendant ce temps-là, les milieux criminels s'en frottent les mains. Au plus la répression augmente, au plus le marché devient juteux. Et au plus le marché est lucratif, au plus il vient nourrir la corruption, le blanchiment d'argent et génère pas mal de violence. À Anvers, il ne faut pas aller très très loin. À Anvers, on assiste dorénavant à des attaques à la grenade. Voilà, Madame la Présidente. Nous vous remercions, Madame Guillain. Je vais demander à Monsieur l'huissier de faire entrer Monsieur Bastien Lombard, qui est avocat et qui est membre de l'Observatoire international des prisons, la section Belgique. Voilà, vous avez la parole, monsieur. Je vous remercie, Madame la Présidente. En effet, les personnes incarcérées pour des faits liés aux stupéfiants, quand on est avocat, quand on fréquente les prisons, tant en tant que professionnel ou en tant que détenu, eh bien, on en rencontre au quotidien et pas qu'un peu. En effet, quand on regarde les chiffres, on peut affirmer que dans nos prisons, plus de la moitié des détenus le sont pour des faits liés aux drogues. En 2018, d'ailleurs, ils étaient 5215 sur une population totale de 10 261 détenus. Or, on le sait déjà depuis un certain temps, la peine d'emprisonnement, c'est pas une solution efficace et certainement pas pour des problématiques et pour la problématique qui nous concerne. Premièrement, parce qu'elle ne permet pas de diminuer le taux de récidive. Je vous renvoie d'ailleurs aux nombreuses études sur le sujet. Deuxièmement, parce qu'elle replace les détenus dans des conditions propices à la consommation. En effet, le climat de violence quotidien, la vétusté des cellules, la détresse psychologique des détenus, le manque de soins, tout cela mêlé à la problématique de la surpopulation carcérale pousse les détenus à consommer de la drogue. Et donc, comme le disait le médecin-chef de la prison de Saint-Gilles, en 2018, il disait « Plus on reste en prison, plus on a de chances de se droguer ». Alors tout ça, pour ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que cette politique de répression, c'est une politique qui est une politique d'échec. Outre le fait de la problématique de la surpopulation carcérale, il est regrettable que cette politique, que cet échec ait un coût aussi gargantuesque que cela. En effet, en 2018, on peut affirmer que cette politique a coûté 278 856 480 €, puisqu'on part du principe qu'un détenu coûte par année 53 472 € par an. Sans parler évidemment que ce système qui coûte fait des victimes au quotidien, et d'ailleurs en voici un à qui je vais donner la parole pour clore ce propos. Je ne comprends pas pourquoi je suis puni. Je ne comprends surtout pas pourquoi est-ce qu'on ne me met pas en prison
Les services psychosociaux ne sont pas là pour, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le personnel et donc ils n'ont pas de solution si ce n'est je mords sur ma chic et j'attends que ma peine se finisse, quoi. Je sortais de prison sans logement, sans revenu, sans boulot, sans occupation. Sur ça se greffe la dépendance psychologique du produit qui n'a pas été traité, donc on va de suite malheureusement se retrouver exclu par la force des choses et avoir tendance à reglisser vers le milieu dans lequel on a évolué et la marginalité et la consommation de drogue, quoi. Mais oui, voilà, c'est comme ça que ça repart pour un tour. Au final, tu auras passé combien de temps de ta vie en prison? 20 ans. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Monsieur Lombard, Monsieur le procureur, avez-vous des questions? On ne peut être plus clair. Pas de questions, Madame. Merci. Maître Pagny, avez-vous des questions à faire poser à Monsieur Lombard? Avec votre permission, Madame la Présidente, oui, très brève. Je salue profondément l'engagement de Maître Lombard. Ça honore le jeune barreau qu'il représente. Mais franchement, une loi sans sanction, c'est une loi morte. Peut-être même mortifère. Alors, je ne comprends pas très bien la logique. Faut-il ou pas une loi, qu'elle soit, comme celle d'aujourd'hui, peu permissive pour ne pas dire répressive, ou ne faut-il rien? Et s'il faut une loi, il faut une sanction, sinon ça n'a pas de sens. C'est une bonne question. S'il faut une sanction, il faut une prison. Faut-il une loi ou n'en faut-il pas? Les jurés y répondront certainement, mais je pense qu'il y a des alternatives qui existent. On vise la prison et je pense qu'il y a des alternatives qui peuvent être mises en place et que la prison n'est pas toujours la sanction adéquate. Je viens de vous le dire et je pense qu'il y a des alternatives comme l'imposition de conditions avec des respects qui sont contrôlés de manière quotidienne par des personnes qui émanent du milieu. Je pense que c'est la meilleure réponse adéquate à apporter et dans cet objectif, je pense que la loi doit être révisée à tout le moins, voire en effet doit être abolie pour d'autres perspectives beaucoup plus cohérentes à l'égard de cette problématique qui nous intéresse tous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous vous remercions également et je demande à Monsieur l'huissier d'audience de faire entrer Madame Bernard. Madame, vous êtes Patricia Bernard et vous êtes experte en prévention des assuétudes pour l'association Perspective Jeunesse. Nous vous écoutons. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, Mesdames les jurés, dans tous les milieux de vie des jeunes, les équipes éducatives que nous accompagnons sont confrontées à des faits de consommation et se questionnent sur ce qu'il y a de pertinent à mettre en place en termes de prévention. Bon nombre de ces adultes relais sont arrivés aux limites de ce que l'interdit légal leur offre, observant avec scepticisme que la tolérance zéro ne fonctionne pas. L'interdit légal ne dissuade pas les jeunes de consommer. Si on regarde les chiffres, on voit que 24% des jeunes hommes bruxellois font un usage occasionnel du cannabis, un usage non problématique. Enfin, si on compare les usages occasionnels et les usages à risque entre plusieurs pays, donc chez les écoliers de 15-16 ans, entre la France et les Pays-Bas, qui adoptent des régimes différents, les Pays-Bas adoptant un régime plus tolérant, on voit que les Pays-Bas s'en sortent mieux et présentent des chiffres nettement plus rassurants, filles garçons confondus. À noter aussi que la France est le pays qui adopte un des régimes les plus répressifs et qui est en première place parmi tous les pays européens en ce qui concerne l'usage à risque. Alors même que les jeunes, qu'un quart de ces jeunes font l'expérience du cannabis, l'interdit général ne nous permet pas de les accompagner adéquatement. La loi nous tétanise. Elle entrave l'opportunité d'un dialogue avec ces jeunes quand c'est nécessaire et le dépistage précoce des situations les plus problématiques. Le « dites non à la drogue » ne fonctionne pas, tant ce slogan est poussiéreux et nie les motivations des jeunes à consommer. Des motivations qui, pour la plupart, sont positives. Il faut pouvoir l'entendre. La loi discrimine les jeunes qui font usage des substances qu'elle vise, transformant ce qui devrait constituer une préoccupation de santé
en une question de morale stérile, entraînant des stratégies de prévention essentiellement basées sur la dangerosité, la menace, la peur et la peine, passant à côté, on ne le dira jamais assez, des réalités des jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui introduit ou détient du cannabis dans un lieu d'accueil où toutes les substances sont interdites est aujourd'hui traité de manière radicalement différente qu'un autre qui introduit ou détient une substance légale. Je compare ici, par exemple, le cannabis avec la bière, qui est une substance psychotrope. Et on ne prendra pas le temps de comprendre le sens que le jeune met derrière cette consommation. Or, c'est la compréhension de ce sens qui sert à construire des stratégies de prévention efficaces. À l'école, ce jeune risque la peine maximale, c'est-à-dire l'exclusion définitive, pour simple motif qu'il introduit ou détient une substance visée par la loi. C'est l'acte le plus grave qu'un élève puisse commettre. Aussi grave que des coups et des blessures portés à un enseignant ou le port d'une arme. Exclure un jeune, c'est renforcer sa vulnérabilité. C'est rejeter le problème. C'est se faire déposséder de son rôle éducatif. C'est toujours un échec. Et c'est pourtant ce que la loi permet. La loi permet aussi aux directions d'école d'organiser des descentes de police, afin, soi-disant, d'éloigner les élèves de la drogue, sans bien sûr leur donner les outils pour y faire face, et sans mettre un terme à des situations de consommation qui se reproduisent chaque année. Je ne connais pas d'adolescent qui est sorti d'une intervention policière avec le projet de ne plus consommer, mais bien avec celui d'être plus discret. Et ce que nous, professionnels, récoltons au quotidien auprès des jeunes, en conséquence de ces interventions répressives, c'est un sentiment général d'insécurité de la part des jeunes, un manque de confiance dans l'institution, des consommations sauvages, cachées, de l'anxiété. L'approche consommation égale produit, égale danger, égale abstinence, nous dicte une seule manière d'agir, malheureusement la plus inefficace. Et trop souvent, toutes nos tentatives de déconstruction de cette approche, pourtant nécessaire pour éveiller l'esprit critique et permettre d'appréhender la complexité de ces situations, est d'emblée suspectée de banalisation, voire d'incitation à la consommation. Notre travail éducatif est mis à mal. La loi ne résout rien. Je vous remercie. Nous voilà bien éclairés à propos de la prévention. Pas d'autres questions. Merci. Maître Panier, brièvement. Oui, Madame la Présidente. Respect pour le travail formidable de Madame et de toutes ses équipes. Mais ne pensez-vous pas fondamentalement qu'au départ de tout ce dont les jeunes ont besoin, c'est de balises, de limites, d'un marquage clair de ce qui est permis ou pas, de ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire pour soi-même et pour autrui. Permettez-moi. Oui, mais comme au code de la route, vous imaginez, pas de ligne à droite, pas de ligne à gauche, vous roulez comme vous voulez, et la ligne du milieu, qui est censée être un mur, comme elle n'en est pas un, sauf berme centrale, vous là... Oui, volontiers, Madame la Présidente. L'absence d'un interdiction légalisée ne signifie pas l'absence de règles ni de cadres. Mais ces règles se construisent. Et plus les jeunes se sentent impliqués, et plus ces règles ont du sens à leurs yeux, plus elles vont être respectées. En empêchant, vous ne construisez rien. En interdisant, vous n'éduquez pas. Maître, justement, vous qui conduisez, n'avez-vous pas, comme beaucoup d'autres, déjà dépassé les limites de vitesse? Certes. Doit-on pour autant penser à interdire la voiture? C'est autre chose. Merci, Madame. Je demande à M. Bussier-Lézan de bien pouvoir faire venir M. Dominique Lamy. Madame la Présidente, Monsieur le Procureur Général, merci. Merci. Bien, je vais essayer de proposer mon témoignage en 3 grands axes. Le premier, c'est d'abord celui de ma pratique,
Je suis généraliste et en tant que généraliste, lors des consultations de routine, nous posons la question des produits utilisés couramment. Consommation de boissons alcoolisées, utilisation de tabac, de cannabis, voire d'autres produits. La majorité des patients nous répondent positivement en narguant de leur consommation modérée, sans problème. Ils ne sont pas, pour autant pas dépendants. Seule une petite partie d'entre eux vont consulter pour une dépendance et vont venir demander de l'aide. L'alcool est malheureusement de loin le produit le plus utilisé et aussi le plus représenté dans cette clinique des dépendances. C'est aussi le produit qui présente le plus haut taux de conséquences négatives, tant sur le plan de la santé que sur le plan socio-professionnel. À côté de cela, le côté légal ou illégal des produits ne présente finalement que peu de rapport en fait avec cette dangerosité. Toutes les études tendent à converger sur le fait que c'est l'alcool qui fait le plus de ravages en matière de santé publique et de coût social, alors que sa consommation est tout à fait tolérée, voire même encouragée dans certains contextes. D'autres substances dont la dangerosité est très limitée peuvent cependant vous envoyer en prison. De plus, l'absence totale de contrôle de qualité des produits illégaux en circulation est responsable d'une partie non négligeable de leur dangerosité. Les substances sont de qualité très variable, avec des compositions dont on ne connaît ni le dosage, ni les mélanges, ni la pureté, ni la traçabilité, et ça augmente bien sûr le risque d'accident. En tant que soignants, nous sommes confrontés aux représentations qui circulent. C'est mon deuxième point, c'est la relation de soins. Et cela stigmatise les usagers et nos patients. L'usage de produits illicites est-il seulement lié à de mauvaises fréquentations, à un manque de volonté ou encore à une prétendue gradation naturelle dans les usages, en commençant par le tabac, l'alcool, et puis d'office l'usage du cannabis, enfin l'héroïne, la cocaïne, voire les nouvelles drogues de synthèse. Ces représentations polluent toute discussion sur la consommation, les usagers, mais aussi sur ceux qui les soignent. Tous ces éléments modifient la relation de soins et créent des peurs, tant du côté de l'usager qui va craindre et retarder sa rencontre avec le système de soins, tant du côté du médecin qui va freiner, voire refuser même la prise en charge. Cette loi complique, voire retarde l'accès aux soins et modifie donc la relation entre soignants et usagers par crainte de sanctions. La criminalisation fait en sorte que les consommateurs hésitent parfois à appeler des secours, ce qui a déjà entraîné des décès évitables. De plus, je voulais terminer avec le troisième axe qui était en fait un regard un petit peu plus scientifique, un peu plus élevé, si on peut dire, sur les pratiques. En 2016, les académies de médecine ont publié un avis au sujet des salles de consommation à moindre risque et sur le traitement assisté par l'héroïne médicalisée. Le contenu de l'avis était essentiellement médico-scientifique. Le but n'était pas de prendre parti. Les effets positifs révélés sont l'amélioration de l'état de santé, la diminution des surdoses, l'accès aux autres types d'aides, notamment les soins de santé, et l'impact positif sur l'espace public. Les académies proposaient dès lors une modification de la loi pour qu'il ne soit plus interdit ni punissable pour les organisations et les praticiens de ces lieux d'usage de faciliter à autrui l'usage des substances stupéfiantes visées. Une telle salle existe déjà à Liège et une autre va ouvrir à Bruxelles en décembre prochain. Ces lieux vont exister en infraction flagrante avec cette loi de 1921 et opèrent par conséquent dans l'insécurité juridique la plus totale, tant pour les prestataires que pour les usagers. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames, pour toutes ces raisons, je vous demande de revoir la position de cette loi punitive, qui ne peut être bénéfique pour les personnes concernées, y compris les soignants. La criminalisation perpétue la stigmatisation, alors que développer une politique de réduction des risques et des dommages par une approche d'information permet beaucoup plus d'ouvrir le dialogue. Monsieur Lamy, Monsieur le procureur du Roi, avez-vous des questions? Une observation, la santé publique ne peut avoir meilleur porte-parole. Je n'ai pas d'autres questions. J'observe que le témoignage de M. Lamy rejoint celui de Mme Bernard sur l'influence de la pénalisation sur la qualité et la nature des soins et de la prise en charge au niveau des jeunes et au niveau de la santé. C'est un point de convergence que je voulais soumettre au jury
qui m'apparaît important. Maître Pagny, avez-vous une question? Oui, toute petite, madame. Je m'incline avec beaucoup de respect devant le docteur et devant son travail, mais si je l'entends bien, la loi est en quelque sorte iatrogène. Iatrogène. Ah oui. On l'apprend tous les jours. Nous partageons. Elle entraîne un problème de santé publique. Parce qu'apparemment, c'est plus que l'entrave de bon soin. C'est comme si ma cliente comptait en elle-même les germes de la maladie qu'elle entend conjurer. Sans doute que les usages de produits, licites ou illicites, sont quelque part des symptômes de la maladie de notre société, mais que aussi, dans nos consultations, nous ne voyons qu'une petite frange de population qui demande des soins. Il y a là une partie extrêmement sombre qui ne consulte pas et qui reste dans l'ombre de leur consommation. Donc, il y a des vulnérables qui sont rendus plus vulnérables du fait de la criminalisation, Qui restent dans ce côté dark et du risque. Et non... Très bien. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de votre témoignage et je vous en remercie. Merci. Au revoir, Monsieur Lamy. Alors, Monsieur l'huissier d'audience m'indique hélas que le témoin Michel Claes, qui est donc juge d'instruction au tribunal francophone de Bruxelles, a un empêchement, je suppose, lié à un devoir d'enquête à faire de toute urgence. Mais les verbalisants avaient pris sa déclaration qui est donc au dossier, je vous y renvoie, mais j'en lis les extraits qui m'ont paru les plus déterminants. Monsieur Michel Claes soumet quelques chiffres à votre appréciation qu'il déduit d'abord du rapport des Nations Unies, de différents rapports des Nations Unies, pardonnez-moi, et qui font varier les chiffres annuels des bénéfices engrangés par la vente de stupéfiants, estimant que le phénomène est en hausse et qu'il générerait entre 250 et 500 milliards de dollars par an. Avec 4 phénomènes fondamentaux sur lesquels il souhaite insister. D'abord, les ventes sont essentiellement organisées par les mafias, les organisations criminelles, ce qui leur donne un pouvoir économique qui représente un danger pour l'équilibre même de l'économie licite planétaire confrontée au phénomène du blanchiment d'argent. L'argent sale pénétrant toutes les strates de la société mondiale et favorisant l'éclosion d'autres infractions comme la corruption, le trafic d'armes, le financement du terrorisme, etc. Le deuxième point est que les ONG qui sont compétentes en la matière estiment elles-mêmes que le produit du blanchiment, elles l'estiment à 6% du PIB brut mondial et que ce phénomène est renforcé par toutes les techniques virtuelles qui se développent et qui se développent de manière vertigineuse, telle l'utilisation des crypto-monnaies et de tous les services offerts par le net qui permettent d'assurer une totale indétectabilité aux sources financières en question. Et il note enfin, Catherine ne peut pas s'en empêcher, nous le lisons souvent dans la presse, il note l'impéritie de tous les gouvernements, y compris le nôtre, à comprendre et à admettre l'immensité du phénomène et l'urgence à doter la justice des moyens pour la combattre. Alors, ces 4 points étant précisés, il nous fait l'aveu de ce que, pour sa part, il estime en tant que spécialiste de l'instruction pénale que la libéralisation de la vente de stupéfiants s'impose, à tout le moins pour le cannabis, et sa suggestion est de confier à l'État la distribution organisée de cette vente avec des aides psychologiques, sociales, médicales proposées aux consommateurs, car, nous dit-il, une marge bénéficiaire comparable à celle du Colorado permettrait que les profits reviennent à l'État et non pas aux mafias, alors qu'actuellement, dans les faits, la loi de 1921 confie en sorte, suivant une formule dont il a le secret, confie aux mafias le monopole d'un marché extrêmement juteux, sans la moindre taxation et sans pouvoir leur imposer la moindre contrainte en matière de qualité des produits, de protection des mineurs ou d'éthique des pratiques commerciales. Voilà pourquoi il estime qu'il y a urgence à procéder à une évaluation, une refonte complète de la loi. Je suppose que vous n'avez pas d'observation puisque c'était votre témoin, Monsieur le procureur. Je donne la parole à la défense. Madame la Présidente, il est très difficile d'interroger un témoin absent, mais si j'entends bien Monsieur le juge d'instruction, dont je salue d'ailleurs le travail et l'opiniâtreté, il faudrait dépénaliser presque à tout va. Parce qu'enfin, on commence par le cannabis, pourquoi pas, mais jusqu'où irons-nous? Et motivation qui m'inquiète, au moins, l'État pourrait se payer sur la bête. Je suis sceptique.
Je vous remercie de cette observation qui nourrira la réflexion des jurés. Maître Panier, eh bien, le moment est venu d'entendre vos témoins. Madame la Présidente, puis-je vous dire ma confusion? Je me suis entretenu en préparant ce dossier avec la police fédérale, avec le service des douanes, qui n'est pas peu intéressé, avec le SPF Justice, et même avec un très proche du ministre. De même qu'avec un médecin addictologue qui n'est pas du tout dans la perspective du docteur Lamy. Tous m'ont dit qu'ils trouvaient que ma cliente donnait satisfaction dans l'application qu'ils en font au quotidien. Mais aucun d'entre eux, aucune d'entre elles, n'a souhaité témoigner. Je vous remercie. Voilà qui appauvrit la dialectique. Et du coup, comme disent les jeunes, nous allons procéder, nous allons clôturer les témoins. Vous n'en avez plus, monsieur le procureur. Eh bien, donc, l'heure est venue de passer au réquisitoire et plaidoirie. La parole est à la partie publique. Vous avez la parole, monsieur le procureur. Merci, Madame le Président. Madame, Monsieur les assesseurs, Mesdames, Messieurs les membres du jury. J'étais impatient de connaître et surtout d'entendre les témoins de la défense. Comme Sir Anne, je n'ai rien vu venir. Il ne restera plus à la défense, par son habileté, par des manipulations et des trucages, de produire des illusions magiques en faisant disparaître, apparaître, changer de place ou d'aspect les faits pourtant limpides qui vous ont été rapportés. Vous ne vous laisserez pas envoûter par ce tour de passe-passe. Les faits, vous disais-je, je m'y tiendrai et je vous y renvoie. J'insisterai cependant sur la circonstance que, à l'instar de l'alcool, l'usage problématique de drogue représente, selon les substances, entre 10 et 30% de consommateurs. Ce qui signifie, à contrario, que 70 à 90% des consommateurs ont une consommation à l'abri de tout problème. J'aimerais aussi ajouter qu'à l'échelle internationale, de nombreux pays ont décriminalisé l'usage de drogue et certains d'entre eux mènent à cet égard une réflexion importante. Comment ne pas évoquer rapidement ici le cas du Portugal, qui a décidé, il y a déjà 20 ans de cela, de décriminaliser l'usage de toutes les drogues. Et le Portugal n'est pas devenu ce paradis artificiel décrit par Charles Baudelaire. En matière de santé publique, tout au contraire, tous les feux sont ouverts dans ce pays suite à ces belles et courageuses initiatives. Les conventions internationales, les conventions des Nations Unies imposent-elles des cadres exclusivement prohibitifs? Si tel est en effet le cas pour la production et la vente de drogue, cela est tout simplement faux pour ce qui est de l'usage personnel de celle-ci. Enfin, la Commission mondiale sur la politique en matière de drogue, qui est créée il y a une dizaine d'années, composée de dignitaires internationaux, parmi lesquels plusieurs prix Nobel, recommande la décriminalisation non seulement de l'usage de drogue, mais aussi de la production et de la détention de celle-ci à usage personnel. Il est temps de remettre sans tabou et fort de 100 ans d'expérience l'ouvrage sur le métier. C'est donc avec confiance que je m'en remets à votre jugement qui nous dira le meilleur sort à réserver à la centenaire qui comparaît aujourd'hui devant vous. Et ce jugement définira, dans la foulée, la nouvelle colonne vertébrale de notre société en matière de lutte contre la drogue. Merci de votre attention. Je vous remercie, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Maître Panier, nous vous écoutons. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs de la Cour et du jury, dût-il n'en rester qu'un, je serai celui-là. C'est l'honneur de ma robe, c'est le respect de mon serment de ne défendre aucune cause que je ne croirais juste, c'est surtout le devoir d'assister ma cliente. Suis-je même commis d'office, ce qui m'oblige davantage encore.
Seul donc, contre toutes et tous, sans avoir pu vous faire entendre aucun témoin qui applique cette loi, sans s'en plaindre, il m'incombe d'en rappeler les mérites, au risque de déplaire ou de passer pour ringard, mais j'ai l'âge. Avec l'immense Marguerite Yourcenar, suis-je d'avis qu'il n'est rien de pire qu'une loi en retard sur les mœurs, si ce n'est une loi en avance sur elles. Mais faut-il pour autant se laisser aller aux abîmes du vide normatif qu'engendrerait l'abolition de ma cliente? La nature n'a-t-elle pas horreur du vide? La nature humaine aussi. Horreur. Voilà le mot. La quête allumée, c'est le cas de le dire de soi, le doute pathétique, les interrogations demeurées sans réponse, ni de la famille, ni des amis, ni de la société, ni du système éducatif, ni du monde politique. Tout cela conduit les toxicomanes à la sensation du vide, du gouffre, du plongeon sans fond. L'horreur de vivre est au rendez-vous et la conjuration de la mort avec elle. Et que je paf, et que je fume, et que je me shoote. Et si d'aventure je redescends, et nous savons, hélas, que ce n'est pas toujours le cas, tout effort que je fais sur moi-même, seul ou aidé, soutenu ou pas, eh bien, est vain. Et j'y retombe. Cette horreur qui plombe tant et tant de destins, qui induit tant et tant de souffrances, dont celles des victimes collatérales, les vols à la terre, les menaces, les chantages, les violences et tout le tout-im, cette horreur-là, ne justifie-t-elle pas la loi, langage du pouvoir? Cette loi doit faire son œuvre salvatrice, qui est de poser des limites à l'intérieur desquelles la liberté de chacune et de chacun puisse s'épanouir sans porter ombrage à celle des autres et de la collectivité. Ce qui m'inquiète profondément, je vous le dis, dans l'argumentaire de l'accusation, et j'ai attentivement écouté le procureur général, c'est précisément cette omission par la bande de la dimension collective de cette problématique. Soyez donc libres, faites ce que voudra, comme aurait dit Rabelais. Il est interdit d'interdire, comme on disait quand j'étais jeune, c'était il y a longtemps. No limits. Moi, c'est moi, puntan de laine. It's my life. Dieu sait mon attachement à la liberté individuelle, formidable cadeau des Lumières, dont je dois souligner combien s'inspire ma cliente dans ses visées humanistes, aidée, c'est vrai, par les sciences humaines qui commençaient à éclore fortement lorsqu'elle fut conçue il y a plus de 100 ans. Mais il reste que, très précisément, cette sacro-sainte liberté ne peut s'épanouir que dans un cadre qui la rend non seulement perceptible à ses bénéficiaires, mais respectable par les autres. Et cela suppose que soient posées, et au besoin imposées, de claires limites commandées par le bon sens. Protection de la santé physique et mentale des individus et de la population, sauvegarde des intérêts primordiaux des plus jeunes et des moins favorisés, limitation de la délinquance induite, et par là, préservation de l'intégrité des tiers. Il y va, à vrai dire, de la santé publique autant que de la sécurité collective, car en suivant au plus près l'évolution des marchés, et oui, il faut parler comme ça, les métamorphoses de la consommation et de la clientèle, et oui, la fulgurante transformation de l'ingénierie, de la production, de l'acheminement, de la distribution des produits, ma cliente, accompagnée en cela par le gouvernement à travers ses arrêtés d'exécution, essaye de conjurer le phénomène, et j'en termine bientôt, madame. On voit bien les résultats de plus en plus frappants de cette politique criminelle. J'ai fait allusion tout à l'heure à ces opérations. Qu'un témoin gentiment brocardé, mais elles ont lieu. Que diable? Il faut continuer. Il faut les moyens d'appliquer les prescriptions de ma cliente, plutôt que de la passer par perte de ses profits. Qu'adviendrait-il, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, qu'adviendrait-il si on abolissait toute législation pénale en la matière, si on libéralisait, c'est très tendance, ce commerce pour faire rentrer des sous dans les caisses de l'État, si l'on médicalisait, voire psychiatrisait la problématique,
si en quelque sorte on déjudiciarisait à tout va pour refouler l'essentiel de la question dans la sphère gazeuse du sociologisme. Je puis entendre, certes, pour partie du moins les arguments de M. le procureur général, mais en état des choses, et dans le seul but primordial d'assurer la protection des plus fragiles, je ne puis qu'en appeler à la sagesse de la Cour et à la vôtre, mesdames et messieurs les jurés, dans votre clairvoyance, pour vous demander d'acquitter ma cliente, en vous rappelant ici fortement le superbe propos d'un philosophe et homme politique français du XIXe, certes, mais c'était hier, un certain monsieur de Lamennais, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui affranchit. J'ai dit. Je vous remercie, Maître Pagné. En effet, la formule convient tout à fait avant de voir clôturer les débats. Mesdames et messieurs les jurés, à l'issue des débats nourris que vous avez pu entendre, voici venu le moment de réfléchir à votre décision et voici les 4 questions auxquelles vous allez devoir répondre. La première question, donc je l'ai redit après à la suite de Monsieur le procureur, en sorte que vous les ayez bien en tête. La loi drogue empêche-t-elle l'accès aux drogues? La loi drogue permet-elle d'endiguer la criminalité organisée, la corruption et la violence liées au trafic? La loi drogue protège-t-elle les publics les plus vulnérables? Personnes en situation de précarité, jeunes, fragilité de santé mentale, etc. La loi drogue protège-t-elle la santé publique et facilite-t-elle l'accès aux soins? Vous retrouvez les 2 critères transversaux dont je vous ai informé tout à l'heure. Je vous demande d'y être attentif. Vous allez maintenant vous retirer pour délibérer et procéder au vote sur ces questions. Je clôture les débats. Le verdict sera prononcé le 20 octobre prochain. L'audience est levée. Voilà pour les débats. Vous avez pu vous faire votre propre opinion à la maison. Vous avez entendu les 4 questions posées par la présidente de ce tribunal, Manuela Cadelli. La loi drogue empêche-t-elle l'accès aux drogues? La loi drogue permet-elle d'endiguer la criminalité? La loi drogue protège-t-elle les publics les plus vulnérables? Et la loi drogue protège-t-elle la santé publique? Vous êtes invités, vous aussi, à répondre en ligne sur le site unhappybirthday.be. Vous pouvez voter jusqu'au 19 octobre. Les résultats, alors le verdict du jury ici ce soir, les spectateurs, l'opinion des spectateurs qui sont présents dans cette salle et également votre verdict à vous, eh bien, ces résultats seront rendus publics sur BX1 dans l'émission Versus présentée par Michel Gaillard et ce sera donc le 20 octobre dès 18h30. Voilà qui referme ce procès de la loi drogue. Je vous souhaite une excellente soirée sur BX1. À bientôt.